Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Depuis longtemps, nous voulions faire une émission sur le kibbutz. Les gens connaissent ce nom et pourtant, peu de gens savent à quel point c'est une vie particulière, remplie de résilience, d'ode à la paix, d'amour de la nature, de besoin de se recentrer, de vivre son parcours et aussi de vivre au milieu d'une communauté. À la suite des terribles attentats du 7 octobre, ici en Israël, nous avons tenu à faire cette émission aujourd'hui sur les kibbutz. Tout le monde entend ce mot depuis des mois, sans savoir peut-être ce qu'il signifie réellement. Nous sommes en compagnie de Moti Ligvornik, guide ici en Israël. Bonjour Moti. Bonjour Steve. Pour commencer, remontons un peu le temps. Quand a été créé le premier kibbutz en Israël et par qui? Alors, je vais donner la réponse la plus simple tout d'abord. Le kibbutz d'Egania, qui est créé en 1909. Mais c'est 1909, c'est 1910, c'est plus tard. Le mot kibbutz n'existe pas encore à l'époque. Alors, il faut donner une réponse, je pense, un tout petit peu plus large. C'est tout d'abord un esprit socialiste, sioniste, une idée de rédemption, mais pas de manière, j'allais dire, religieuse comme on a l'habitude, mais d'une manière moderne. Et ce sont des groupes qui arrivent de Pologne, de Russie, de Roumanie. Ils ne sont pas très nombreux, on parle de 1000, 1500 personnes peut-être à la base de cette idée. Et ces gens veulent créer un autre modèle de vie. Et ils vont s'arracher à l'agriculture traditionnelle, aux patrons assis dans une cabane qui les dirige, en montant ce qu'on va appeler un kfutza, un groupe. Et ils vont créer donc, 1910, ce vrai premier groupe d'Egania. Quel est tous nos téléspectateurs, le principe clé du kibbutz? Comment c'est organisé? Est-ce que d'abord c'est organisé de la même façon dans tous les kibbutz et comment? D'accord. Alors tout d'abord, Gania, c'était un modèle un petit peu à part. Il faut attendre presque 10 ans pour qu'on appelle ça véritablement un kibbutz et qu'on ait à peu près un modèle. Le modèle, tout d'abord, c'est le modèle où chacun doit être libre, doit pouvoir prendre des décisions au sein d'un groupe en donnant tout à la communauté. Dans un kibbutz, le principe de base, on travaille pour la communauté, on travaille au maximum de ses possibilités, et on reçoit par rapport à ses besoins. Donc ça, c'est l'idée créatrice du kibbutz. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de directeur, il y a un comité où tout le monde dans ce comité a les mêmes droits. À partir du moment où on est membre du kibbutz, et de là s'ouvre un nouveau monde, tout d'abord agricole. On travaille la terre, on fait vivre la terre, et puis le soir, j'allais dire, on rentre à la maison, mais le travail n'est pas terminé. On s'occupe de sa communauté, on garde sa communauté. On parle obligatoirement du kibbutz au départ avec ces jeunes, le fusil sur l'épaule. On connaît malheureusement, j'allais dire, ou heureusement, toutes ces images. Et ça, c'est vraiment cette base du kibbutz. Mais c'est quand même un exploit, un challenge, parce qu'on est en train de parler de 1909, et après, vers 1920, il y a énormément de kibbutz qui commencent à se monter. Et on parle de travailler la terre alors qu'on est une terre ici, à cette époque-là, pratiquement désertique. Ah, complètement. Surtout les premiers kibbutz sont autour du lac de Tibériade, le Kinneret. C'est un endroit qui aujourd'hui a l'air paradisiaque, mais qui était une région de marécage absolument terrible. Donc ces gens ont travaillé. Je crois qu'il faut rappeler la phrase de Ben Gurion, qui lui a été pionnier, c'était pas encore dans un kibbutz. Il disait que celui qui n'attrapait pas la fièvre jaune était un feignant. D'ailleurs, en parlant de Ben Gurion, il a fait pareil avec le désert. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne croyait qu'on puisse voir un jour et des palmeraies, et des vignes, et de la fabrication d'huile d'olive en plein milieu du désert. Complètement. C'était, j'allais dire, une utopie qui s'est réalisée, ce qui est quand même assez rare, sans rentrer dans la violence qu'il y a eu. Ce n'est pas le sovkhoz, c'est pas le kolkhoz, c'était tout à fait une autre société, le kibbutz. Est-ce que la création de l'État d'Israël a changé quelque chose pour les kibbutz qui étaient déjà créés? Non, j'allais dire même le contraire. Les kibbutz ont changé la création de l'État d'Israël. Il ne faut pas oublier qu'au début de l'État, 7 à 8% de la population est membre d'un kibbutz. Si on regarde le nombre de membres au Parlement à l'époque, je crois quelque chose comme 20%
des membres du Parlement sont des gens de kibbutz. À l'armée, les chiffres sont encore plus importants, que ce soit l'état-major, que ce soit les pilotes du début de l'armée israélienne. Donc c'était vraiment l'empreinte du kibbutz sur la société israélienne. C'est en 1870 que l'Alliance israélite universelle a formé les premiers kibbutzniks en créant l'école agricole de Mikvé Israël au centre du pays. À cette époque, il fallait former au métier agricole la plupart des Juifs fraîchement arrivés afin qu'ils puissent vivre sur cette terre encore inhospitalière. Au fil des années, de nombreuses familles sionistes sont venues s'installer dans tout le pays, attirées par ce mode de vie. Les techniques agricoles se sont améliorées au fil des temps. Les espèces végétales importées sont devenues pérennes et la terre a commencé à donner ses fruits. Les conditions de vie étaient rudes, mais l'esprit communautaire a insufflé la création de nombreux kibboutz du nord au sud du pays. Ils étaient plus de 240 kibboutz dans les années 1960. Grâce à ces pionniers, le miracle agricole israélien est encore aujourd'hui une référence mondiale. De nos jours, les kibboutz représentent plus de 40% de la production agricole israélienne et environ 10% de la production industrielle en ayant diversifié leurs activités. On dit dans ce pays qui est Israël que les enfants sont rois. Tout est fait pour les enfants dans ce pays. On est dans un parc en plein milieu de la ville. Dans chaque endroit, entre trois rues, il y a forcément un petit parc quelque part. Les horaires de travail pour les hommes et les femmes sont faits par rapport aux rentrées et aux sorties d'école. Est-ce que le mode d'éducation pour les enfants, ici, est différent dans un kibbutz que dans la vie normale, je dirais ? Je vais te donner deux réponses. Tout d'abord, c'est le kibbutz historique. Ce kibbutz historique, les enfants vivaient ensemble, comme une communauté dans la communauté, par rapport à leur âge. Ils ne vivaient pas chez les parents, c'était séparés des parents. Est-ce que c'était bien ou pas? On a encore une discussion. J'ai des amis de kibbutz qui me disent que c'était le paradis, être élevé de cette manière. D'autres enfants sont en traitement psychologique. Enfin, aujourd'hui, ils ont 60, 70 ans. Ils n'ont pas du tout apprécié cette période. Ça les a fait fuir même du kibbutz. Mais ce qui est sûr, c'est le principe, les enfants sont rois. C'est-à-dire que le kibbutz s'est créé sur un modèle où on met les enfants au milieu du kibbutz, et on construit des maisons autour pour les protéger, pour les choyer. Les premiers à manger, et parfois les seuls au début des kibbutz, c'était les enfants. On a de grandes réussites dans ce pays qui sont des enfants sortis du kibbutz. Aidan Newman, WeWork, qui a pris le principe du kibbutz, en fait, pour faire et inventer du coworking. On a Ohad Naharim, un des plus grands chorégraphes du monde, qui dansait dans le kibbutz pour montrer aux autres à quel point il avait envie de s'envoler dans sa vie, après cette vie, entre guillemets, de Gan Eden, de paradis. C'est une image quand même clé d'Israël, non? Complètement. Et on a ceux qui voulaient participer au kibbutz qui n'ont pas pu. Janusz Korczak, notre célèbre héros de la Deuxième Guerre mondiale, qui juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale voulait être membre d'un kibbutz. Qui a voué sa vie aux enfants, un grand éducateur, et qui s'est même laissé mourir pour sauver des enfants. Complètement. Toujours les enfants au centre. Est-ce qu'aujourd'hui, les principes fondateurs et collectifs du kibbutz sont encore en vigueur et sont les mêmes? C'est difficile. J'allais dire, j'ai même deux réponses. Il y a la réponse de certains kibbutz où la vie est ensemble, encore une vie communautaire et coopérative, hein, c'est le principe même. Mais la plupart des kibbutz, non, ce n'est plus ça. La plupart des kibbutz, ils ont fait tout un processus pour privatiser au maximum. Donc ça ressemble plus à un village aujourd'hui collectif qu'au vrai kibbutz. Et donc, par rapport à ces changements, est-ce que, selon vous, les enfants qui grandissent
quand ils deviennent adultes, est-ce qu'ils ont plus envie de quitter pour aller à la rencontre de la grande ville, ou est-ce qu'ils restent attachés à cette vie de famille et de nature, je dirais? Bon, le modèle est simple. Le jeune Israélien après l'armée, il vient passer 2, 3, 4 ans à Tel Aviv, mais aujourd'hui, ils veulent tous retourner dans leur kibbutz. Parce que c'est vraiment une vie ensemble. On recherche ça. Dans la ville, on est un petit peu seul, et retourner au kibbutz, c'est retourner à un mode de vie qui est agréable, d'abord. Aujourd'hui, on vit bien dans les kibbutz, il y a des belles maisons, ce n'est plus le kibbutz des pionniers. Plus précaire. C'est plus du tout précaire. Et bien sûr, en plus, c'est ce côté communautaire qu'on recherche. Que représentent les kibbutz aujourd'hui par rapport au pays, économiquement, je veux dire? Est-ce que c'est des grandes productions de fruits, de légumes? Est-ce que le pays, économiquement, il compte sur le travail des kibbutzim? Énormément. Ils représentent quoi? 1% de la population. Il y a 275 kibbutz, grosso modo. Ils produisent 10% de l'industrie pour l'exportation, hein, je parle. 40% de l'agriculture. C'est une force économique encore gigantesque. Racontez-nous une journée dans un kibbutz pour un enfant, une femme, un adulte. Le quotidien. Je vais me permettre de parler du kibbutz comme il était vraiment. C'est-à-dire que c'était une vie fermée. Alors je ne parle pas économiquement, ils n'ont jamais vécu en autarcie. Mais on va dire un enfant se lève le matin, il est avec les autres enfants, pas avec ses parents. Ils vont de la maison des enfants vers la maternelle ou l'école primaire. On reste encore dans le kibbutz en général, dans cette partie de la vie. Ils font, comme tous les enfants en Israël, leur journée d'école, mais ils ne rentrent pas à la maison, puisqu'ensuite ils rentrent dans la maison des enfants. De là, ils vont déjeuner ensemble avec des membres du kibbutz qui sont chargés de s'occuper des enfants. Ils vont faire des activités, ça peut être de la musique. Et puis, pour les plus grands, il y a aussi une autre chose qui était évidente, c'est d'aller travailler. Donc, ils partaient travailler dans les champs. Donc, on voyait le gars de 14 ans monter sur le tracteur ou rentrer dans le poulailler à 3 heures, à 4 heures de l'après-midi, après avoir terminé sa journée de classe, et travailler 2 heures, 3 heures, 4 heures. Certains voulaient travailler encore plus, on devait même les bloquer, leur dire attention, il faut rentrer, il faut faire les devoirs, il faut revenir au rythme scolaire, parce que c'était ça le kibbutz. C'était chacun avait vraiment envie de participer. Et puis bien sûr, il y avait aussi une période tous les jours pour rencontrer les parents. Donc les parents, c'est pas aller à la maison, mais ils pouvaient aller ou à la maison des parents, mais ils pouvaient se rencontrer aussi n'importe où, décider de prendre les repas. Tous les repas étaient à la salle à manger du kibbutz, absolument tous les repas. Et ensuite, la vie continuait, par exemple, ils ne partaient pas au théâtre en ville. Le théâtre rentrait dans le kibbutz. Oui, il y a encore des bars, il y a des petits théâtres, il y a des petites scènes pour faire des spectacles entre les gens du kibbutz. C'est presque, je dirais, comme un club de vacances dans la vraie vie. Ah mais complètement. Même aujourd'hui où le kibbutz a changé, où il n'y a plus ces maisons d'enfants, il y a vraiment, j'allais dire, des espaces de vie culturelle extraordinaires au sein du kibbutz. Donc les pubs, par exemple, avec des chanteurs qui viennent, ça attire beaucoup de monde de la région, ça attire parfois les soldats qui sont dans les bases autour, ils entendent qu'il y a un chanteur célèbre, donc ils se déplacent pour venir voir. Il y a toute une vie qui est réglée. Pour l'instant, ils sont encore restés dans le kibbutz. Vous imaginez, ils se sont levés le matin, ils ont passé toute la journée, j'allais dire même toute la soirée, ils ne sont pas sortis du kibbutz. Certains, pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, n'avaient rien à faire en dehors du kibbutz. À l'armée, on reconnaissait tout de suite quelqu'un qui venait d'un kibbutz. C'est quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'être dehors, j'allais dire, qui parfois, là je parle dans les années 60-70, les jeunes qui rentraient à l'armée, ils ne savaient pas utiliser l'argent. Parce que dans le kibbutz, il n'y avait pas d'utilisation d'argent. Tout était ouvert à tout le monde. Ils allaient à l'épicerie, ils se servaient par rapport aux besoins. C'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un temps pour les adultes de travail, je dirais, minimum pour aider et participer à la vie de ce kibbutz? Alors, dans l'esprit véritable du kibbutz, il n'y avait pas de notion de temps. C'est un petit peu comme moi dans ma maison, je ne vais pas dire tiens je vais faire 1 demi-heure de lessive, je ne calcule pas. On fait ce qu'on doit faire dans sa maison, c'était la même chose. Les gens du kibbutz travaillaient pour le kibbutz. C'est vrai que dans chaque société, il y a ceux qui travaillent 16 heures par jour et ceux qui essayent, disons après quelques heures, de commencer à faire une pause, on va dire. Mais il y avait vraiment cet esprit où tout le monde travaillait. Et est-ce qu'il y avait des challenges, c'est-à-dire que en fait comme les gens étaient entre eux, ils se choisissent, ils apprennent à vivre ensemble. Est-ce que tout d'un coup, la vie de kibbutz a permis de
de pousser le travail de l'agriculture, de pousser le travail de la construction? Est-ce que ça s'est auto-motivé dans une ambiance comme ça, très nature et très solidaire? C'est évident. Je pense que si on n'avait pas eu les kibbutz, on n'aurait pas les paysages qu'on a en Israël, le nombre d'arbres fruitiers, les constructions. Ils ont donné vraiment un élan de travail exceptionnel. Ils ne travaillaient pas seulement pour eux, ils travaillaient, pour la communauté, et ils travaillaient pour une cause. Et c'était eux qui choisissaient cette cause. On ne les obligeait pas à aller dans un kibbutz. C'était un choix de faire vivre le sionisme dans ses plus belles valeurs. Vous voulez dire que sans cet esprit, entre guillemets, de fraternité, on n'aurait pas les meilleurs avocats du monde, on n'aurait pas les meilleures tomates cerises du monde et on n'aurait pas les dates, tous ces produits, en plein désert d'ailleurs, hein, assez incroyables, qui ont été mis en place par le travail de l'agriculture dans les kibbutz? Bien sûr. Fallait travailler très dur. C'était un sens du sacrifice, mais au véritable sens du mot. C'est-à-dire que les gens savaient que leur vie serait difficile, mais qu'elle serait plus douce pour leurs enfants ou pour leurs petits-enfants. Mais c'est incroyable ce que vous dites, parce que moi, par exemple, j'ai regardé beaucoup de destins, comme celui d'Ohad Naharim, le scénographe dont on parlait. Et en fait, ils travaillaient tellement, ils étaient tellement eux-mêmes, il y avait tellement un esprit de famille où on ne pouvait pas tricher, qu'en fait, ils avaient le temps le soir de se poser des questions sur vraiment, s'ils sortaient de ce kibbutz, c'était pour faire quelque chose qui était un rêve. C'est le mot, c'est un rêve. Je disais une utopie. Mais ça, pour réaliser un rêve, on est prêt à n'importe quoi. Et donc, cette notion de travail, mais aussi de discussion. Ils se rencontraient, ils en parlaient. Alors, des discussions qui étaient des fois terribles. Par exemple, au début du kibbutz, une des discussions, est-ce qu'on doit choisir, avec tout le kibbutz, le prénom d'un enfant qui vient de naître? Ou est-ce que cet enfant, il appartient qu'aux parents? Alors, ça nous paraît aujourd'hui complètement imaginaire. On peut pas penser faire la même chose aujourd'hui. Mais parce que ces enfants qui allaient naître, c'était un cadeau pour toute la communauté. Il y a quelque chose d'assez fort quand on vit ensemble, et ayant passé beaucoup de temps dans des kibbutz, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une authenticité et une sincérité profonde. On ne peut pas tricher avec des gens avec qui on partage des 10, 12, 15 heures par jour. Et donc, en fait, il y a comme un retour vers soi quand on est adulte et qu'on continue à vivre dans ces endroits, non? Bien sûr. Ce sont des gens qui se donnent complètement. C'est tout à fait ça. Ils vivent avec les gens. Ils doivent se prouver à eux-mêmes tous les jours, mais aux autres, à tout le groupe. Par exemple, lorsqu'ils prennent la décision de choisir quelqu'un qui sera le jardinier ou le responsable de l'étable, cette personne doit montrer tous les jours qu'il en est capable et qu'il va offrir le meilleur de lui-même à cet ensemble. Espérons que nous puissions retrouver cette vie de kibbutz, qui est une vie rêvée, et pour les enfants, et pour les adultes qui veulent travailler pour leur terre. On a vraiment le sentiment, à travers cette notion de vie en communauté choisie et en harmonie totale avec la nature, que c'est presque, je dirais, une des seules façons qui est la paix en soi et la paix sur terre. Moi, je l'ai senti. Il y a quelques jours, je suis retourné au kibbutz Gvulot. Il est à 10 km de Gaza. Ce sont des gens qui aiment la paix. Ils ont dû s'enfuir le 8 octobre. Ils étaient à Eilat pendant des mois, mais certains sont restés. 70 personnes du kibbutz sont restées pour faire vivre ces valeurs, pour faire vivre l'agriculture, pour garder les animaux, pour donner des services à ceux qui étaient tout autour. Et lorsqu'on vient maintenant, on voit la nature qui reprend vie, on voit le kibbutz qui reprend vie, on voit les enfants. Ils sont en train de recréer des écoles. Leur école a été détruite, pas toujours physiquement, mais vraiment moralement. Et ils repassent tout d'abord par l'éducation. Si les enfants reçoivent une bonne éducation, on reverra le sourire dans ce kibbutz. Aujourd'hui, des juifs du monde entier tentent, ont ce rêve de faire leur alia. Quand ils arrivent dans le pays, est-ce que les kibbutz jouent un rôle? Pas comme avant. Avant, c'était évident. On arrivait au kibbutz, on faisait son ulpan, donc son cours d'hébreu au kibbutz. On commençait ses premières années au kibbutz. C'est plus vraiment le modèle, mais je pense que ça va le redevenir. Le kibbutz va de nouveau être, justement, se faire de lance du sionisme. Les kibbutz accueillent des volontaires venus du monde entier. Pourquoi?
à votre avis, et quel est leur rôle? Est-ce que c'est aussi leur faire aimer le pays? Est-ce que c'est leur donner le principe de vie et des fondamentaux de la religion juive, c'est-à-dire la famille, toutes ces fêtes qui sont basées en fait sur la nature? Oui, bien sûr, c'est faire aimer à des gens qui viennent de très très loin, leur donner cet amour de la terre d'Israël. On a beaucoup de gens, moi ça m'arrive souvent à l'étranger, que quelqu'un entende « Ah, vous venez d'Israël, j'étais dans tel kibboutz » et ils viennent avec un sourire extraordinaire, ils se rappellent les belles années passées au kibboutz. Mais je pense aussi, si on parle de religion, il n'y a quand même pas beaucoup de kibboutz religieux, même si le mouvement des kibboutz religieux est important. J'allais dire même philosophiquement, ils sont introduits dans ce monde socialiste en rajoutant une notion vraiment spirituelle. On sait à quel point ça a été... on a vu 2-3 films, comme pour Sacha d'ailleurs, d'Alexandre Arcadi, où on voit à quel point, à un moment où il y avait moins d'antisémitisme, le kibboutz avait une valeur très forte. On a vu par exemple des toxicomanes du monde entier venir se réparer dans la vie du kibboutz, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec la religion juive ou même le judaïsme. Beaucoup de gens venaient se rechercher. On était un petit peu, d'abord sur le chemin de Katmandou, ce que j'appelle. Et je crois que les kibboutz ont donné énormément. Ils ont réussi à soigner des gens, problèmes de drogue, mais aussi d'alcoolisme, problèmes de gens qui se sentaient seuls au monde parfois pour tout un tas de raisons, et qui, grâce au kibboutz, ont réussi à avoir de nouvelles valeurs ou d'anciennes valeurs qu'ils ont récupérées. Quel est le regard, à votre avis, aujourd'hui, des Israéliens sur les kibboutz depuis le 7 octobre? Ça a complètement changé. Il y avait une vision assez négative ces dernières années. On regardait que les kibboutz qui sont proches de Tel Aviv, qui ont fait beaucoup d'argent dans l'immobilier, qui ont des centres commerciaux gigantesques. Et on avait oublié, je pense, la chose de base. C'est que les kibboutz sont tout le long des frontières, dans les points qui, malheureusement, on le sait maintenant, sont très dangereux. Et on a vu comment ces gens se sont battus pour leur vie, mais pour sauver aussi l'État d'Israël le 7 octobre. Dans quelques instants, vous découvrirez un reportage que nous avons fait au kibboutz Kfar Aza il y a quelques semaines. Kibboutz totalement dévasté par le terrorisme du 7 octobre. Moti, est-ce que vous pourriez nous parler de ce kibboutz avant? C'est-à-dire que l'idée de cette émission était vraiment de montrer ce qu'était le kibboutz avant le 7 octobre et ce qu'il est aujourd'hui depuis le 7 octobre. Ce kibboutz Kfar Aza que nous allons voir, qu'est-ce qui s'y passait à quelques mètres de Gaza? Moi, je suis très lié à cette région. Je vais régulièrement dans un kibboutz qui s'appelle Gvulot, à quelques kilomètres de Kfar Aza. Donc je connaissais bien avant le 7 octobre les différents kibboutz de tout ce qui est autour de Gaza. C'était des lieux exceptionnels. Tout d'abord, en plein milieu du désert, une agriculture florissante. Donc on roulait des kilomètres et des kilomètres avec des champs agricoles tout à fait surprenants. Et puis chaque kibboutz, c'était l'oasis. C'était des pelouses, c'était des piscines, c'était des gens qui travaillaient, on voyait qu'ils travaillaient dur et qui gardaient justement cette vie du kibboutz avec la salle à manger en commune, avec des valeurs extrêmement fortes. Il ne faut pas oublier que Kfar Aza, mais aussi les autres kibboutz tout autour, c'était des partisans de la paix exceptionnelle. C'était des gens qui se levaient des fois à 3 heures du matin pour aller chercher des enfants palestiniens, les amener dans un hôpital à Tel Aviv et revenir pour commencer la journée de travail dans les champs. Donc c'est un monde entier qui a été détruit, un monde vraiment, je sais que ça va être bête ce que je vais dire, mais c'est un monde merveilleux. C'est un monde merveilleux et c'est certain. Combien de personnes, pour que les gens comprennent, vivaient dans ce kibboutz Kfar Aza? Dans les kibboutz, on parle en centaines de personnes, parce qu'il faut faire la différence. Il y a dans le kibboutz, tout d'abord, ce qu'on appelle les membres du kibboutz. Donc ce sont des gens qui sont adultes et qui ont pris sur eux d'être membres du kibboutz. Mais il y a aussi leurs enfants.
Donc il y a aussi des volontaires, il y a aussi des gens qui travaillent. Donc on estime dans la plupart des kibboutz, on est quelques centaines de personnes, 400, 500, 600 personnes. Mais il y a aussi cette population qui travaille. À Kfar Aza, c'était des bédouins. C'est des bédouins de la région, des hommes et des femmes. C'est une possibilité, ces kibboutz, pour les femmes bédouines de venir travailler, que ça soit dans la salle à manger, que ça soit dans les parties touristiques. Ces gens étaient partout et faisaient partie intégrante, on peut dire, du kibboutz. Est-ce qu'à votre avis, tous ces gens-là, une fois qu'on l'espère tous, il y aura une sécurité totale, retourneront vivre dans ces kibboutz? Je suis pas sûr. Moi, je suis retourné à Kfar Aza une semaine après. Une semaine après le 7 octobre, où il y avait encore les odeurs, où il y avait du sang partout. Jusqu'à aujourd'hui, quand je parle avec les gens de Kfar Aza, certains n'attendent qu'une chose, de rentrer à la maison, mais ils me disent, on ne sait pas combien on sera. Merci Moti, merci de nous avoir éclairci sur l'histoire du kibboutz dans l'État d'Israël, sur comment ça a commencé, comment ça a évolué, et de nous faire comprendre qu'avant toutes ces attaques du 7 octobre, c'était le paradis sur terre pour tous les gens, et donc beaucoup d'entre nous, qui aspirent à vivre en paix donc avec la nature, et en espérant que la sécurité revienne et que toutes ces familles retrouvent le goût et l'envie peut-être de retourner vivre avec ce qui pour eux est le Graal de leur existence, c'est-à-dire proche de la nature, proche des autres, proche de la paix. Voilà, on a une vision de loin de ce que pouvait être une vie en kibboutz. Merci, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et prenez soin de vous. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un kibboutz qui s'appelle Kfar Aza. Dans ce kibboutz régnait, avant cette date fatidique du 7 octobre, une vie d'amour, une vie de nature, une vie où les gens se côtoyaient, vivaient les uns à côté des autres, à 1 kilomètre de la frontière de Gaza. Aujourd'hui, depuis, ce kibboutz a vécu un véritable pogrom. Il est évident que depuis le 7 octobre, cette histoire d'être un kibbutzim ne peut plus se raconter de la même façon. Bonjour Arié. Bonjour Steve. Racontez-nous un peu l'histoire de ce kibbutz, sa création, le pourquoi, avant le 7 octobre. Avant le 7 octobre, ce kibbutz, qui a été créé en 1950, il compte 950 familles. 950 personnes qui vivent ici dans l'harmonie, dans la paix. Ce sont pour la plupart même des militants de gauche qui organisent, et il est connu aussi pour ça dans la région, un festival avec vous savez, des cerfs-volants. Des cerfs-volants dont les enfants les peignent, mettent des messages de paix, et ils laissent les cerfs-volants s'envoler, et les vents les emmènent sur Gaza, sur la population de Gazaoui. Ici, c'est aussi un kibbutz qui a beaucoup d'initiatives pour la paix. On a des dizaines de salariés, de travailleurs palestiniens qui viennent de Gaza tous les jours, qui viennent travailler dans les champs, et qui viennent également travailler dans une grande usine qui est là à quelques mètres, et qui est la principale activité du kibbutz. On a rencontré des gens depuis tout à l'heure. On a rencontré un jeune garçon qui, à 6h30 du matin, ce matin-là, se trouvait avec son papa à quelques mètres de là, qui faisait du sport. Et tout d'un coup, ils avaient une sorte de compte commun, comme on a tous, un compte WhatsApp de famille. Et tout d'un coup, alors qu'il y avait une partie de sa famille au Portugal, une partie de sa famille ici, sa sœur dans la maison d'en face, des enfants un peu partout, nous racontait à quel point il est passé d'une vie paradisiaque à un véritable apocalypse. 1200 personnes ont été tuées ce jour-là du 7 octobre et dans les jours qui ont suivi, mais
c'est vrai que chaque histoire nous permet de mieux comprendre l'horreur de ce jour-là. Et que cette famille qui a son père qui est là et comme vous le disiez, faisait du sport à quelques centaines du mètre, qui est sauvé par des soldats, qui est sauvé par un volontaire de l'équipe de sécurité du village, du kibbutz. Sa petite fille, c'est ce qu'il nous racontait, qui elle est à une fête de pyjama. On est dans un grand week-end, le week-end des fêtes de Simchat Torah. Et c'est tout ça qui fait qu'il va vivre comme des milliers, voire même des millions d'Israéliens, mais vraiment dans sa chair, il va vivre l'horreur ce jour-là. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui vit dans ce kibbutz avant qu'on fasse le tour, progressivement. Il n'y a qu'un couple qui vient arranger. On a vu tout à l'heure un tracteur passer de l'autre côté de la barrière, qui est sûrement l'espoir de cette terre, c'est-à-dire de continuer d'avancer, d'être résilient, de continuer de s'accrocher, entre guillemets, à la nature. Et tout ça sur fond de guerre, puisque pendant qu'on se parle, on entend les drones, les avions, on entend des détonations, on entend également des combats qui ont lieu, encore une fois, à 1,5 km d'ici. Des armes lourdes, ça tire, et des gens sont en train de se battre pour la vie à quelques centaines de mètres d'ici. En quelques années où je fais cette émission, j'aurais jamais pensé devoir raconter l'histoire d'un kibbutz avec un gilet pare-balles. Parce que tout simplement, pour moi, le kibbutz, c'est une image d'amour. On m'a raconté souvent que des gens dans la vie qui avaient pris le mauvais côté de la vie, avaient touché à la drogue, l'alcool, avaient perdu quelqu'un, venaient dans un kibbutz comme pour se réparer, comme pour se coller à une autre partie de soi, comme une envie de se coller à la nature. Et là, on est en train de parler de tout ça, avec une personne qui a vécu tout ça, nous accueille comme chez lui, nous demande de l'écouter, nous demande de transmettre son histoire et nous demande même de ne pas être filmé. Comment on peut interpréter tout ça ? Vous savez, on vit des choses qui sortent de la normale. Vous n'aviez pas imaginé faire une émission avec un gilet pare-balles. Moi, quand j'ai rejoint le Magen David Adom comme secouriste, je ne pensais pas qu'on soit obligé, d'ailleurs c'est un de ceux-là que vous revêtez, de mettre des gilets pare-balles et des casques lourds pour pouvoir aller porter secours, pour aller sauver des vies. Et c'est face à cette réalité que les Israéliens se retrouvent confrontés. Si vous le voulez bien, on va essayer de passer devant des endroits symboliques qui ont une histoire parfois très forte. On voyait tout à l'heure ce jeune garçon qui, comme toute sa génération, va être forcément traumatisé. Et c'est la moindre des choses par rapport à ce qui est arrivé. Et tout à l'heure, je demandais d'ailleurs à des gens qui nous accompagnaient, parce qu'on voit toutes ces maisons criblées de balles. Et il y en a même une ici où est écrit en hébreu « Attention, il reste encore des morceaux de chair à l'intérieur de la maison ». Et c'est impensable parce que sur cette maison, par exemple, où on va aller, qui s'appelle la maison des Sivani, un jeune garçon s'est jeté sur sa fiancée et a perdu la vie pour qu'elle reste en vie. Les terroristes ont jeté une grenade et c'était le seul moyen qu'il a eu pour lui sauver la vie. Lui, malheureusement, est décédé et elle a eu la vie sauve. Et ce quartier, justement, est peut-être symbolique de tout ce qui s'est passé ce jour-là parce que même si c'est l'ensemble du kibbutz qui a été attaqué, les assaillants, quand ils sont venus ici, avaient pour but ultime et pour priorité d'exterminer tous les habitants de ce quartier. Alors ce quartier, il a une spécificité. C'est ce qu'on appelle le quartier des jeunes, non ? C'est le quartier des jeunes. C'est-à-dire que dans la tradition des kibbutz, quand un jeune rentre à 15-16 ans au lycée, il va rejoindre ce quartier. Et ce quartier, vous voyez, ce sont des quartiers où les maisons se font face à face. Il y a des portes, mais elles sont presque symboliques. C'est que les portes ont pour vocation d'être ouvertes et ça échange, ça rigole, ça joue, ça organise des petits concerts, des soirées, comme les jeunes du monde entier, ça organise des week-ends et règne ici une ambiance de colonie de vacances en permanence. Et vous voyez les destructions, c'est ici que les terroristes ont décidé d'absolument tout détruire et de manière systématique de rentrer dans chaque maison, d'assassiner chaque jeune qui vivait ici, d'en kidnapper d'autres et de brûler. Pourquoi ? Pour annihiler totalement la génération future de ce kibbutz, pour passer le message que, après l'ensemble
des gens qui vivaient ici, il n'y aurait plus d'espoir. Et comme vous l'avez dit, on a déjà dehors un tracteur qui montre que le peuple de ce kibboutz est le peuple de ce pays, alors qu'on est encore dans le choc, eh bien, redonne un message d'espoir, un message de vie. Il y a une résilience qui est assez fascinante. C'est-à-dire qu'on est encore, comme vous dites, sous les bombardements. On est quelque part totalement choqué parce qu'on va dire que tous les gens qui vivaient ici faisaient travailler, pour la plupart, que des Gazaouis, mangeaient avec eux, dormaient avec eux, prenaient la paix, ne voulaient pas entendre un autre message. Et aujourd'hui, on est là, dans cet endroit, qui ne bouge pas, avec des gens qui repassent comme pour regarder là où ils habitaient, et en prenant l'idée qu'ils ne pourraient pas, de toutes les façons, dans leur vie, habiter ailleurs. Et qui n'ont qu'une seule espérance, c'est de pouvoir redormir ici, chez eux, à nouveau. À condition que leur sécurité soit assurée, mais effectivement, ici, ce sont des endroits qui ont été construits par leurs parents, leurs grands-parents, depuis plusieurs générations. Et ils veulent revenir et reconstruire, sans ne rien oublier, mais reconstruire et aller de l'avant. À travers les images que vous allez voir tout le long de cette émission, c'est des sortes de cabanons, les unes collées aux autres, avec des endroits, des petites places, des allées, des petits jardins, des recoins où les gens, après leur journée de travail, avec une guitare, avec une bouteille de vin, avec un repas à partager, se retrouvaient, faisaient la fête, faisaient la religion, mais à leur façon, sans aucun jugement les uns avec les autres. Et en fait, il est très difficile aujourd'hui de pouvoir raconter cette histoire d'amour et de paix qu'est ce mot kibboutz, mais il est impossible aujourd'hui de la raconter sans cette date du 7 octobre. Si vous le voulez bien, on va continuer à avancer. Arié, on avance un petit peu dans le kibboutz. Ce qui est flagrant, c'est là, en fait, on a des dates qui sont marquées sur la façade des maisons, qui correspondent en fait au moment où l'armée a pu intervenir, au moment où tout d'un coup, ils ont pu rentrer dans les maisons en étant sûrs qu'il n'y avait pas de personnes autour. Et ce qui est choquant et surprenant, c'est de voir 11 octobre, 10 octobre, c'est-à-dire que les gens sont restés 2-3 jours en tenant les poignées de leurs portes, jour et nuit, en ayant peur de mourir, alors qu'ils sont venus ici pour vivre sereinement, pour croire à la paix, pour se coller à la nature, en étant à 1 kilomètre de Gaza. Et je crois qu'on a l'histoire d'un homme qui est là. Un ami à moi, effectivement, Israël, qui habite une des plus belles maisons du kibboutz. Il a une vue fantastique et vraiment, il a construit cette maison. Chaque pierre de cette maison, il l'a construite lui-même. Et lorsqu'il y a les premières alertes, il se demande avec son épouse ce qui se passe. Et rapidement, il va voir des gens passer. Il comprend que ce ne sont pas des soldats. Il y a des tirs. Il a les messages du groupe WhatsApp qui l'informent que des terroristes sont rentrés dans le kibboutz. En Israël, dans ces kibboutz, ils sont préparés à ce qu'il y ait 2, 3, 4 terroristes. Mais là, c'est 300 qui vont rentrer en quelques instants, par les airs, mais également par la clôture. Et Israël va décider d'aller se réfugier sous le feu dans la pièce sécurisée qu'il a chez lui. Et on ne peut pas la verrouiller, cette pièce. Israël, il a 70 ans. Dans quelques jours, ça va être son 71e anniversaire. Et il va relever la poignée et la maintenir pendant 36 heures. 36 heures durant lesquelles une dizaine de terroristes vont faire de sa maison leur quartier général. Ils vont venir se restaurer, boire, se reposer. De temps en temps, ils vont essayer de rentrer et lui maintient cette poignée levée parce qu'à l'intérieur, il sait que c'est la vie de son épouse et c'est sa vie à lui. 36 heures. Et effectivement, au bout de 36 heures, il y a une accalmie et il va à ce moment-là voir une Jeep de l'armée passer. Il va courir,
foncer, sauter dans cette Jeep et il va pouvoir être évacué. 36 heures. Est-ce que dans ce kibboutz, il y a des individus, des personnes ou des familles qui pratiquent la religion juive? Non, on est dans un kibboutz qui est très laïque, dont les gens sont proches culturellement du judaïsme, célèbrent les fêtes comme des moments forts du calendrier, mais ce sont des gens qui ont surtout comme idéologie une idéologie collectiviste, de pouvoir vivre les uns avec les autres et bien au-delà des frontières du seul peuple juif. Leur espoir, c'est la paix avec les voisins palestiniens. Il y en a beaucoup qui travaillent ici depuis des dizaines d'années. À l'époque où la circulation était libre entre Gaza et le kibboutz, il y a toujours eu du commerce, il y a toujours eu une aide. Et donc ce sont des gens qui veulent faire la paix. Et ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, ils ont compris que l'attaque, elle était massive et surtout, elle était aveugle et que tout le monde allait être pris pour cible. Étymologiquement parlant, Kibboutz. Kibbutz. Ça vient de se rapprocher, d'être ensemble. C'est vraiment une idéologie qui vient du camp de la gauche. Pas que de la gauche israélienne, mais de cette partie du peuple juif qui a décidé de tout faire en commun. Ici, les lieux de vie, les lieux de joie sont tous mis en commun. Il y a ce qu'on appelle le Cheder Ochel. C'est le réfectoire où les familles dînent ensemble, partagent les moments ensemble. Le quartier des jeunes que nous avons vu tout à l'heure, c'est un quartier où ils vont vivre ensemble. Et d'ailleurs, c'est un mode de vie. Ce n'est pas simplement un lieu d'habitation. C'est un mode de vie de vivre ici dans un kibboutz qui n'est plus ce qu'il était il y a une quarantaine d'années, mais qui est encore très puissant. Aujourd'hui, avec les gens qu'on a rencontrés, avec ce qui se passe en face, ces gens-là ont été amenés dans des foyers, dans des hôtels. Dans des maisons qui ont été louées, loin d'ici, loin des combats, parce qu'ils ont pour beaucoup l'espoir de revenir en sécurité, mais ils vont revenir parce qu'on est ici, chez eux. Et vous voyez, en nous promenant dans le kibboutz, je vais vous montrer quelque chose. Ça a eu lieu le dernier jour de la fête de Sukkot, même pour être précis, quelques jours après. Et donc on a la tradition d'établir des cabanes. Ici, les cabanes sont toujours debout. Personne n'a pris le temps, parce qu'on n'a pas eu ce temps-là, de démonter la cabane. Et on attend le retour des familles pour qu'elles puissent le faire elles-mêmes et reconstruire. Et les maisons, à l'intérieur, n'ont pas été modifiées depuis l'attaque du 7 octobre. Dans le reste du pays, on peut parler du kibbutz En-Gedi, comme on peut parler d'autres kibbutz. Des kibbutz du nord d'Israël qui en ce moment sont sous le feu des missiles du Liban. Comment les êtres humains vivent dedans? Ils font de la résistance, ils y restent, même par peur, même par angoisse que maintenant ça puisse arriver de l'autre côté du pays? Ce qui est sûr, c'est que cette histoire du 7 octobre, elle concerne absolument toute la population israélienne et elle a vraiment une vocation à rayonner partout. Parce qu'à quelques kilomètres d'ici, on est ici dans un kibboutz, comme je vous l'ai dit, de gens laïcs, plutôt du camp de la gauche, de la paix. Le jour où les terroristes ont attaqué, ils n'ont pas fait de différence. Ici, on est dans un kibboutz, c'est la gauche israélienne, c'est le camp de la paix. Mais à quelques kilomètres d'ici, tu as une petite ville qui s'appelle Sderot. C'est plusieurs dizaines de milliers d'habitants qui sont pour beaucoup plutôt de droite et qui sont pour beaucoup plus pratiquants, plus religieux. Les terroristes n'ont absolument pas fait de distinction. Ils ont tué, détruit, brûlé, kidnappé, sans se poser la moindre question. Il n'y avait pas de camp de la paix, il n'y avait pas de négociation. La mort. Nous terminons cette émission sur le kibbutz avec une image symbolique, l'image de Simchat Torah, tombé un Shabbat, le jour de la joie, le 7 octobre. Cette image n'a pas bougé et restera là, tout comme tous les kibbutz d'Israël, où tous ces gens espèrent, veulent et continueront de vivre en paix et en amour avec la nature. Passez un bon dimanche, prenez soin de vous et à très bientôt.